Bonjour à tous. Je vous propose d'écouter les introductions de son Excellence Cheikh Khalifa Al-Khalifa, qui est président de la Bahrain Authority for Culture and Antiquities, et Dr Ariane Thomas, qui est directrice du département des Antiquités orientales du Musée du Louvre. Merci beaucoup. Bonjour, merci d'être présent aujourd'hui et également de suivre ce colloque pour ceux qui le suivent en ligne. Nous savons d'ores et déjà que nous sommes suivis au Qatar, pour ceux qui y sont retenus d'une certaine manière. Merci beaucoup également évidemment à tous ceux qui ont organisé ce colloque et en premier lieu Marianne Coty qui nous a fait le plaisir de nous introduire avec Julien Cuny, qui est une forme aussi d'introduction au contexte de ce colloque, puisque tous deux fouillent à Bahreïn. Julien Cuny a l'honneur aussi de diriger depuis cette année la fouille française de Bahreïn à la suite de Pierre Lombard, que vous entendrez également. Et c'est donc la poursuite d'une longue histoire depuis plus de 20 ans entre la France et Bahreïn, l'île de Bahreïn, une histoire archéologique à laquelle le Louvre a participé et est très honoré de participer toujours plus activement. C'est par ailleurs dans ce contexte l'honneur qui nous a été fait par nos partenaires de Bahreïn de nous faire confiance et de déposer dans les salles permanentes du musée du Louvre, au cœur du parcours mésopotamien du département, plus de 70 œuvres remarquables qui vous permettent, si vous n'avez pas déjà été les voir, de mieux connaître à peu près 3000 ans d'histoire de Bahreïn, qui recontextualise aussi autrement les collections permanentes du département des Antiquités orientales, avec précisément ce que vous allez tous mieux connaître encore aujourd'hui, les nouvelles recherches et les découvertes faites dans le Golfe, cette archéologie du Golfe qui a permis de jeter un nouvel éclairage sur ce que l'on connaissait précédemment beaucoup par les textes cunéiformes et mésopotamiens en particulier. Donc, merci beaucoup. Et avant de céder la parole, évidemment, un colloque intitulé Bahreïn et ses voisins qui entend ouvrir un peu encore le spectre sur Bahreïn et le Golfe en général résonne tout particulièrement ici au musée du Louvre, en cette semaine où nous avons célébré les 5 ans du Louvre Abu Dhabi, qui est une autre forme d'action dans le Golfe qui nous révèle chaque jour un peu plus de l'histoire que l'on raconte au musée du Louvre. Donc, merci beaucoup d'être présent et je cède la parole en ayant en plus le plaisir de vous écouter en français. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, mesdames, messieurs, chers collègues. C'est avec un grand plaisir pour l'autorité de la culture des antiquités bahreïniennes de faire vivre cette fructueuse collaboration avec le musée du Louvre et d'exposer la richesse de la terre du royaume de Bahreïn, qui remonte à des milliers d'années dans l'une des salles. Les sujets tels que les échanges culturels et archéologiques dans le Golfe, les traditions funéraires, les cultures locales et l'identité particulière de notre région sont enterrés et nous sommes heureux de les mettre en valeur aujourd'hui dans ces musées historiques qui reflètent la richesse du patrimoine matériel et immatériel des civilisations du monde. Pour finir, je voudrais remercier l'administration du musée du Louvre pour cette coopération qui va faire découvrir à ses visiteurs la richesse de la civilisation de Dilmun et Tilos. Je tiens à remercier tous les participants de ces symposiums qui réunissent une élite de spécialistes dans les domaines de l'archéologie et du patrimoine, notamment Adrienne Thomas, la directrice du département des Antiquités du Proche-Orient, et Marianne Coty, responsable du Centre de ressources service des Antiquités du Proche-Orient, et bien évidemment l'ensemble du groupe de travail de l'autorité bahreïnienne et du musée du Louvre. Merci. Merci beaucoup.
Et je passe maintenant la parole à Marianne Coty qui va proprement introduire et ouvrir cette journée de colloque. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à l'auditorium Michel Laclotte pour cette journée exceptionnelle dédiée donc à Bahreïn et ses voisins du Golfe. Comme l'ont dit Cheikh Khalifa et Ariane Thomas, c'est une année exceptionnelle pour nous, car on fête aujourd'hui les 50 ans de l'amitié franco-bahreïnienne, qui a été tissée en grande partie grâce à la coopération archéologique. L'autre événement majeur de cette année, c'est évidemment le généreux dépôt qu'a concédé la Bahrain Authority for Culture and Antiquities au musée du Louvre. Et donc vous pourrez voir pendant 5 années une salle uniquement dédiée à Bahreïn dans la salle 230 au département des Antiquités orientales, tout près de la cour Khorsabad, et vous êtes tous invités à aller la visiter. Enfin, en 2022, le musée du Louvre s'est vu confier la direction de la mission archéologique française à Bahreïn, et Julien Cuny, qui dirige maintenant cette mission, fouille sur le site de Abou Saïba. Cette journée vient donc parachever cette belle année de Bahreïn-Louvre. Aujourd'hui, c'est un voyage archéologique que je vous propose à la découverte du passé de Bahreïn et de ses voisins d'Arabie orientale sur plus de 2000 ans, de l'âge du bronze jusqu'au 1er siècle de notre ère. C'est grâce à la recherche archéologique française et internationale, très active dans la région, qui a démontré, grâce à des résultats annuels, que cette région était un véritable carrefour et un lieu de rencontre entre toutes les civilisations et les cultures du Proche-Orient. Sur une carte, le Golfe se trouve au carrefour de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde. Et au centre du Golfe se trouve cette île, Bahreïn, dotée de conditions favorables, qui était le cœur d'un royaume appelé Dilmun, qui s'étendait des rives de l'Arabie orientale jusqu'à Koweït, sur une période du 3e au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Cette période est surtout connue pour ces champs de tumuli immenses, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour ses navigateurs et pour ses relations commerciales très riches. Sa capitale, Kalat al-Bahreïn, également classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le site stratifié de la région. Après une période de repli, c'est à la période hellénistique que la région connaît un véritable essor. Toujours au cœur des échanges internationaux, notamment avec la Méditerranée, la Mésopotamie et l'Inde, la région connaît un véritable élan et connaît un phénomène urbain et funéraire sans précédent. Les cités hellénistiques d'Icaros, de Tage et les nécropoles Tylos de l'île de Bahreïn témoignent de cette grande vitalité. Enfin, durant l'Antiquité tardive, une période plus méconnue, la région est caractérisée par une période de syncrétisme où se rencontrent les Parthes, les Sassanides et les chrétiens nestoriens. Donc aujourd'hui, c'est au travers de 10 présentations que nous découvrirons les riches aspects de ces cultures du Golfe. Les réseaux d'échange à l'âge du bronze, les pratiques funéraires, l'hellénisme et l'Antiquité tardive feront partie des grands thèmes qui seront abordés aujourd'hui. Je tenais à remercier évidemment toutes les équipes du Louvre et la présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes, ainsi que le président de la Bahrain Authority for Culture and Antiquities, son Excellence Cheikh Khalifa al-Khalifa, ainsi que son prédécesseur, Cheikh Hamay, pour sa présence et pour son grand soutien. La directrice du département, Ariane Thomas, ainsi que Pierre Lombard, ancien directeur de la mission archéologique française à Bahreïn et conseiller pour l'archéologie à la Bahrain Authorities for Culture and Antiquities. Et évidemment, mes remerciements vont à tous les contributeurs qui se sont rendus disponibles aujourd'hui. Et je sais qu'un grand nombre d'entre eux reviennent à peine de terrain, et je les remercie pour ça. Ou d'autres viennent de contrées plus lointaines, comme le Japon. Je remercie également l'équipe de l'auditorium pour tous les efforts à l'organisation de cet événement. Voilà, je vous rappelle que le colloque sera capté et diffusé sur la chaîne YouTube du Louvre. Et les actes du colloque seront publiés sur Arabian Humanities au début de l'année prochaine.
Voilà, une session de questions sera à votre disposition à la fin de la journée vers 17 heures. En attendant, je vais laisser la parole à Pierre Lombard, conseiller pour l'archéologie à la BACA, qui va nous dresser un bilan de la gestion exceptionnelle du patrimoine sur l'île de Bahreïn. Merci beaucoup. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Afin de compléter les interventions d'ouverture de cette journée de colloque, je souhaite ici vous faire une brève présentation, une très brève présentation du patrimoine archéologique et architectural du Bahreïn prémoderne. Mon temps de parole étant très limité, cette présentation naturellement ne sera pas exhaustive. Je vous montrerai beaucoup d'images, mais j'insisterai surtout sur la manière dont ce patrimoine bien particulier, vous allez vous en rendre compte, est géré aujourd'hui par les autorités qui en ont la charge. Alors, ce patrimoine, il résulte d'une longue et riche histoire, qui a largement été façonnée par plusieurs atouts. Donc ce patrimoine, je vous le disais, il résulte d'une très longue histoire qui a largement été façonnée grâce à plusieurs atouts ou cadeaux de la nature dont Bahreïn a bénéficié tout au long de son histoire et depuis la plus haute antiquité. Alors c'est d'abord, comme vous le voyez, une position géographique une position stratégique, tout à fait exceptionnelle au centre du Golfe, mais aussi une position insulaire, c'est un point important, qui a placé cette île au contact direct des grandes routes commerciales maritimes de l'âge du bronze ou de la période hellénistique. C'est aussi la présence proche des plus importants gisements de perles du Golfe, dont l'exploitation a littéralement façonné l'économie et la culture de Bahreïn pendant plusieurs millénaires. Par ailleurs, d'abondantes sources artésiennes d'eau douce faisaient de ce pays une forme d'exception naturelle dans cette région a priori très aride de l'Arabie. Les immenses palmeraies, les possibilités agricoles de l'île ont toujours été célébrées dès l'Antiquité. Ce fut notamment le cas par les amiraux qu'Alexandre le Grand avait envoyés en reconnaissance sur l'île qui sera désormais baptisée l'île de Tylos. On se trouve vers 325 avant Jésus-Christ, et ces amiraux nous ont laissé une description très précise des jardins exceptionnels et omniprésents de Bahreïn, donc ville qu'ils avaient eux-mêmes baptisée Tylos. Alors, cette situation un petit peu idyllique, elle a beaucoup changé depuis plusieurs dizaines d'années. La pêche aux perles que j'évoquais tout à l'heure a été ruinée par le développement de la perle de culture japonaise dans les années 1920-1930. Elle a été ensuite remplacée, si l'on peut dire, par la découverte du premier puits de pétrole du Golfe à Bahreïn en 1932, puis par d'importants gisements de gaz. Si on y ajoute les activités financières, il faut savoir que Bahreïn est la grande capitale de la banque islamique, on se rend compte que cette évolution a totalement transformé, décade après décade, l'économie traditionnelle de ce petit pays qui a finalement doublé sa population dans les 20 dernières années. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, Bahreïn, aujourd'hui, retient quelques points importants. C'est le plus petit des pays arabes, 780 km². C'est à peu près 1,8 million d'habitants, en tout cas en cette année, en 2022, et c'est surtout une très importante densité de population, puisque ça varie suivant les années, mais c'est actuellement le sixième rang mondial situé entre Gibraltar et les Maldives, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais en tout cas pour vous montrer que cette densité est très importante. Et surtout, une urbanisation explosive, non seulement dans la capitale Manama, mais dans tout le reste de l'île. Du coup, la conclusion, c'est qu'il y a très peu de place laissée aux archéologues et aux défenseurs du patrimoine, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, ce patrimoine, d'abord, il dépend d'une longue histoire, je vous l'ai dit. Marianne Coty en a dit déjà deux mots tout à l'heure, donc qui se structure avec d'abord la civilisation et la culture de Dilmun, entre en gros 2300 et 500 avant Jésus-Christ, si on prend le nom de Dilmun, qui a duré jusqu'à vers 500 avant Jésus-Christ. C'est ensuite la civilisation et culture de Tylos, en gros la période hellénistique, au sens large,
300 avant, 300 après Jésus-Christ. Et puis, bien entendu, la période islamique, les différentes phases, anciennes, médiévales, tardives, entre le 7e et le 20e siècle. Cette histoire a généré un patrimoine extrêmement riche et diversifié, qui est essentiellement composé de sites archéologiques, bien sûr, mais de toute une collection de bâtiments qui relèvent d'architecture traditionnelle et populaire, et également de paysages culturels très particuliers. Alors, puisqu'on parle de paysages culturels, eh bien, le plus iconique d'entre eux, c'est bien entendu les fameux champs de tumuli funéraires de Dilmun, qui sont aujourd'hui considérés, à plus ou moins d'ailleurs juste raison, comme l'une des plus grandes nécropoles antiques au monde. J'ai ici quelques images vidéo qui peuvent vous montrer justement une vue totale, très panoramique, de ce phénomène extrêmement impressionnant. En tout cas, le phénomène est absolument unique au monde. Et il se concentre sur plusieurs champs de tumuli, sur l'ouest de l'île. Vous avez là le champ de Karzakhan. Et également, la civilisation de Dilmun a produit une nécropole royale qui, elle, se trouve à Ali, dans le centre de l'île, où se trouve, dans un curieux paysage culturel, des tumuli royaux qui peuvent atteindre 12 mètres de haut, qui étaient enfin de très grands mausolées autrefois, qui sont situés complètement dans l'imbrication urbaine actuellement, comme vous le voyez ici. Alors, naturellement, bon, voilà une des tombes de Ali, le fameux tumulus numéro 8, sans doute le dernier construit de la lignée dynastique des rois de Dilmun. Et bien entendu, toute une série de sites d'habitat très importants qui font partie de ce patrimoine, l'hôtel de Kalat El Bahreïn, l'ancienne capitale de l'île, avec des vestiges architecturaux qui demeurent absolument uniques dans la région. Je n'insiste pas, puisque je vais reparler plus longuement du site tout à l'heure. La petite agglomération de Sarre, avec son urbanisme tout à fait surprenant pour cette phase de l'âge du bronze, ces petites unités domestiques, quasiment toutes identiques, organisées sur le même modèle, autour d'un temple, et de ces hôtels dédiés à une divinité, pour l'instant, qui n'est pas identifiée. D'autres grands bâtiments culturels, comme le temple de Barbare, c'est un nom connu, qui était dédié à Enki, la divinité tutélaire de Dilmun, mais aussi le temple de Diraz, ou ce qu'il reste d'une organisation cultuelle qui se trouvait non loin de Diraz, à Sejur, dont il reste encore l'existence des sources sacrées qui se trouvaient là. On a parlé de la période de Tylos, ce sont ces fameuses nécropoles de Tylos qui peuvent être impressionnantes. Voici celle qui est actuellement fouillée par le Louvre, à Abu Seiba, donc en cours. Et lorsque cette fouille sera terminée, ça pourra donner ce résultat, qui est une nécropole Tylos de Shakura. Shakura est un lieu où il y a encore beaucoup de ces nécropoles, donc beaucoup restent à fouiller. Certaines ont été fouillées, malheureusement ont disparu pour laisser place à l'urbanisme, au moins elles ont été fouillées, mais beaucoup restent à fouiller sur ce site même. N'oublions pas également depuis peu les vestiges chrétiens de Samaïch, un bâtiment nestorien daté entre le 6e et le 8e siècle de notre ère, qui pourrait se révéler être une église, éventuellement, à l'image de celles qui ont déjà été dégagées ailleurs dans le Golfe, à Koweït, en Arabie Saoudite ou aux Émirats, ainsi que sur la côte iranienne. Pour la période islamique, bien sûr, je mentionnerai la plus connue des anciennes mosquées de l'île, la fameuse iconique mosquée Ramis, souvent considérée comme l'une des plus anciennes de la région du Golfe, mais aussi, et ça c'est moins connu, des petites mosquées urbaines ou de villages. Il y en a beaucoup à Bahreïn. Voici celle par exemple, la mosquée Sher Ali bin Ali à Bouri, qui a été entièrement restaurée récemment par la Bahrain Authority and Antiquities, et qui fait partie de cette architecture religieuse de Bahreïn de ces siècles-là, qui ont emprunté beaucoup à ses voisins. On a là, par exemple, un double mihrab mimbar, qui est d'inspiration du Dhofar, en Oman. Donc c'est très intéressant. Et puis, pour la période islamique, bien entendu, une tradition d'architecture militaire avec les forts de Rifa ou le fort d'Arad, plus connu également, qui se trouve à Mouarak. Alors, l'architecture traditionnelle urbaine apparaît surtout dans la seconde grande île de l'archipel de Bahreïn, Mouarak, où la vieille ville du même nom fut en fait la capitale de Bahreïn durant l'âge d'or de l'industrie perlière entre à peu près 1810 et 1923. Il en demeure aujourd'hui un ensemble tout à fait exceptionnel de bâtiments domestiques, commerciaux, religieux, laissés par les anciennes familles de marchands,
des capitaines de boutre, et même par les plus modestes plongeurs, tout cela attestant de la puissante tradition de la pêche aux perles. J'en reparlerai. La plus célèbre de ces constructions, c'est bien sûr la maison de Cheikh Issa bin Ali Al Khalifa, qui fut émir de Bahreïn à la toute fin du XIXe siècle. C'est un bâtiment absolument superbe qui vient de faire l'objet d'une restauration qui n'est pas encore totalement terminée, mais presque, et où on créera un centre un peu de visiteurs avec un centre interprétatif sur toutes ces maisons. C'est un bâtiment, vous devez voir, qui a vraiment beaucoup d'intérêt architectural, qui comporte des majlis avec ses fenêtres à vitraux qui sont typiques de l'architecture traditionnelle de Bahreïn. Il y a également des maisons de taille plus modeste, dont beaucoup ont été restaurées. On en reparlera aussi par le centre Cheikh Ibrahim de culture et de recherche, dirigé par Shirameh, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, et qu'on appelle encore la maison de la presse, parce que c'est là qui fut créé à la fin des années 30, le premier journal quotidien de Bahreïn. Je mentionnerai aussi la maison Kourard, qu'on appelle souvent maison de la broderie, car elle abrite aujourd'hui un centre spécialisé où l'on transmet aux jeunes générations l'art du Kourard, justement, qui est la broderie de fil d'or, qui est une tradition très particulière à Bahreïn. Notre exemple, la maison Bin Matar, du nom de la famille de grands marchands de perles, qui est là habitée jusqu'en 2002 et qui a été sauvée de justesse de la démolition, à nouveau par Shirameh en tant que responsable du centre Cheikh Ibrahim. Ce ne sont ici que quelques exemples. Alors, la mise en valeur de ce patrimoine ancien, elle passe par plusieurs notions, la protection, la restauration, mais aussi la diffusion et la communication. Donc il faut souligner ici le rôle essentiel, bien sûr, de la Bahrain Authority for Culture, qui est l'ancien ministère de la culture de Bahreïn, en fait. Tout un certain nombre de ministères ont été réduits, si je peux dire, à des rangs d'autorité, mais gardent la même activité. Naturellement, d'autres acteurs, comme le Centre régional pour le patrimoine mondial, le Arab Center for World Heritage, qui est une antenne de l'UNESCO installée à Bahreïn, qui gère surtout les sites inscrits au patrimoine mondial, et puis également des fondations privées, dont la principale est le Centre Cheikh Ibrahim bin Mohamed Al Khalifa, de culture et de recherche, dont je vous ai déjà parlé, dirigé par Shirameh Al Khalifa. Donc, en matière de protection et de restauration, il faut savoir qu'il existe d'abord une protection au niveau national. Il existe une liste de protection nationale sur laquelle sont inscrits 87 sites archéologiques pour l'archéologie. Alors, ils sont représentés sur cette carte. Vous remarquez qu'il y a une très forte concentration dans la zone nord de Bahreïn. La grande zone verte que vous voyez, c'est toute la partie de mer qui a été protégée en face du site de Khalat El Bahreïn. J'y reviendrai tout à l'heure, je n'insiste pas. Et ces sites se trouvent surtout dans la partie nord de Bahreïn, puisque c'est la partie qui était la plus peuplée dans l'Antiquité, comme ça l'est d'ailleurs toujours le cas de nos jours. En ce qui concerne l'architecture traditionnelle et populaire, il y a également une liste, et il y a 102 monuments ou éléments qui sont inscrits sur cette liste. J'y reviendrai également dans un moment. Alors, l'autre aspect de la protection, c'est une protection plus universelle au niveau international, qui relève bien sûr de l'UNESCO, et qui a consisté à inscrire trois sites inscrits au patrimoine mondial actuellement à Bahreïn. Le premier d'entre eux, qui a été inscrit en 2005, c'est le site de Khalat El Bahreïn, sous le nom Khalat El Bahreïn, ancien port et capitale de Dilmun. Le deuxième site, qui est un ensemble de sites, c'est une nomination série, comme on dit à l'UNESCO, qui a été obtenue, s'appelle Activité perlière, témoignage d'une économie insulaire. C'est ce qu'on appelle, en règle générale, le chemin de la perle, très couramment à Bahreïn. Et puis, plus récemment, puisque ça remonte à 2 ou 3 ans, 4 ans peut-être maintenant, c'était un peu avant le Covid, les tombes de la culture de Dilmun, qui ont été également élues au patrimoine mondial. Alors, le premier classement, je passe rapidement, puisque je vais reparler du site. Ça a consisté essentiellement à classer non seulement le tel archéologique de Bahreïn, mais également toute une zone tampon environnante qui inclut des jardins traditionnels, mais aussi un
le chenal d'accès au site, dont je reparlerai tout à l'heure, et vous remarquez que cette zone tampon, elle inclut ce large corridor maritime de 7 km de long sur 1,5 km de large, qui permet d'avoir sauvé la vue en face de Calatel Bahreïn, sinon tout aurait été gagné par les terrains sur la mer, et le site, qui était un des grands ports de l'Antiquité, se serait retrouvé à 1,5 km à l'intérieur des terres. Alors Calat, j'en reparlerai dans un instant, donc j'insiste pas longuement. Le deuxième site classé au patrimoine mondial, c'est donc le chemin de la Perle, comme on l'appelle couramment. Il s'agit, comme vous le voyez, d'un cheminement de 3,5 km au sein de la vieille ville de Mouarak, qui relie entre eux 17 bâtiments qui sont soit des bâtiments très divers, ça peut être des maisons de riches marchands, de riches négociants, ça peut être une petite mosquée, ça peut être d'anciens entrepôts, et ça peut être également des magasins, tout cela faisant partie et illustrant cette industrie perlière. On y a inclus, puisque c'est une nomination multiple, 3 conduites perlières qui étaient très importants, qui sont conservés en mer au nord de Bahreïn, et également le fort de Boumaer, qui a toujours été le point traditionnel de départ des bateaux de pêche pour la pêche aux perles, qui était une grande pêche qui se passait l'été, entre juin et septembre à peu près, pendant toute la période d'activité. Alors voici quelques images. Les maisons qui se trouvent là sont soit des maisons déjà totalement restaurées, comme la maison Alaoui, qui est la résidence d'une grande famille de marchands de perles, d'autres qui sont presque totalement restaurées, comme la maison Siyadi, qui est l'une des plus belles de ce chemin de la perle. C'est une maison importante, d'un marchand de perles également, d'une famille de marchands de perles, et c'est là qu'il y a un projet de musée de la perle où sera intégré, où la maison Cartier exposera régulièrement ses plus belles pièces dans l'avenir en souvenir de la visite historique que Jacques Cartier avait fait à Bahreïn en 1921. Cette maison possède notamment un des plus beaux majlis, ou salles de réception familiale, que l'on possède à Bahreïn, qui est vraiment de toute beauté. D'autres maisons, la maison Fakro, des maisons des fois un petit peu plus modestes, mais qui sont très intéressantes, encore une famille, elle, de constructeurs de bateaux traditionnels. La maison Jalama, qui, elle, est en cours de restauration. Vous voyez que souvent, ces maisons sont arrivées jusqu'à nous dans un état qui n'était pas toujours excellent, mais tout ça fait l'objet de soins très énergiques actuellement. La maison Jalama, c'est très intéressant, c'est une maison de famille de marchands de perles, mais où c'était surtout des femmes qui étaient les acteurs de cette économie, les actrices de cette économie, pardon. Donc c'est tout à fait intéressant. Et puis, un point important du chemin de la perle, c'est qu'il y a un souci particulier à restaurer les espaces de circulation et les espaces publics de ce quartier classé. Donc, tout ça est réaménagé pour faire un ensemble qui sera très cohérent pour les visiteurs dans quelques temps. C'est presque terminé. Également, il y a eu associé à ce chemin de la perle, la construction d'un très impressionnant centre de visiteurs et centre d'interprétation destiné aussi à abriter les anciens entrepôts conservés ou en ruines qui ont été conservés sous forme de ruines liées à l'industrie perlière. Et puis, le dernier de ces projets, c'est le projet sur les tombes de la culture de Dilmun. J'en parle pas très longuement puisque mes collègues japonais vont en parler dans un petit instant. C'est un ensemble c'est une serial nomination aussi, comme on dit. C'est un ensemble de 21 sites archéologiques, dont 6 champs de tumuli regroupant près de 12 000 tombes. Que 12 000 tombes, je dirais, malheureusement, et les 17 tombes royales de la nécropole de Ali. Alors, quand je dis que 12 000 tombes, c'est déjà beaucoup, mais il faut savoir que voilà un des champs de tumuli conservés, le champ de Karzakan, qu'on a survolé en vidéo tout à l'heure. Et pour vous donner une idée, grâce à une couverture photographique et aérienne de la Royal Air Force des années 59, nos collègues danois, qui ont beaucoup travaillé sur la question des tumuli funéraires, ont fait une estimation en faisant des comptages et en mettant ça dans un système d'information géographique. Ils ont pu déterminer qu'il y avait près de 80 000 tumuli de Dilmun, au plus fort de l'extension de cette nécropole. Et en gros, 1959, c'est avant toute expansion urbanistique à Bahreïn, donc on peut imaginer que la plupart de ces tumuli étaient conservés. Alors, on a parlé protection, et pour conclure cette présentation, je voudrais parler de l'autre aspect très important de défense et de la mise en valeur du patrimoine, c'est tout ce qui concerne la valorisation et la communication.
Une institution clé, bien sûr, le Musée national. Vous verrez qu'il est en pleine réflexion, une nouvelle réflexion qui accompagne tout ce qui s'y trouve. Une politique actuellement aussi de création de musées de sites ou de centres de visiteurs, donc une politique de décentralisation, et des expositions patrimoniales itinérantes. C'est une politique très importante liée à des prêts temporaires à des institutions étrangères. Alors, l'institution clé, le Musée national de Bahreïn, c'est un musée qui a été construit en 88, l'auteur d'un grand architecte danois, et qui reste un bâtiment extrêmement beau actuellement. La présentation a un petit peu vieilli, puisqu'elle a quand même depuis 88, et donc il y a toute une nouvelle réflexion pour réaménager des halls. Et le premier qui a été réaménagé en 2017, c'est le hall des tombes, des tombes d'Ilmun, le Hall of Dilmun Graves. On a refait un travail colossal dans ce hall qui a consisté à créer une section d'introduction avec une carte dynamique où les gens ont le résumé de tout le phénomène des tumuli sur toute leur existence, avec des cartes, des images, des photos des objets principaux, mais également des reproductions grandeur nature de chaque type de tumuli. Donc le tumuli classique d'Ilmun, mais également où on peut voir sur la face qui est ouverte, comme fouillée, les tombes en place avec les corps repliés en position fétale, le matériel qui était déposé, et puis toutes les explications sur ces rites funéraires extrêmement importants. J'en profite pour faire remarquer que le Musée national de Bahreïn est le seul musée du Golfe, peut-être même de la péninsule arabique, qui présente de vrais ossements humains. Il y a eu une enquête pour savoir si on devait présenter des copies ou pas, et finalement, on s'est aperçu que ça posait aucun problème à Bahreïn d'exposer des os humains, ce qui montre bien qu'à Bahreïn est un petit pays très particulier, avec une culture spécifique qu'on ne retrouve pas sur l'ensemble du Golfe. Voilà d'autres exemples. Ensuite, après le phénomène de Dilmun, les tombes collectives du Dilmun moyen et les tombes en sarcophage du Dilmun récent. À côté de chaque type de tombe, vous avez des vitrines élégamment faites qui présentent le matériel associé à chaque type de tombe. Et on a créé également une sorte de zone d'information qu'on appelle le forum. Par exemple, une classe qui vient d'école peut s'asseoir, et puis leur maître d'école peut parler devant eux. Et puis, il y a des petites bornes également multimédia qui vous donnent des informations sur la découverte des tumuli par les anciens voyageurs du 19e siècle, et même des interviews de Bahreïnis de notre époque qui donnent leur avis sur les tumuli, les souvenirs qu'ils en ont, si c'est important pour eux, si c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. C'est très intéressant. Donc on a essayé de faire quelque chose de très complet dans là, et on espère que ce hall d'Ilmun préfigurera un peu toute la transformation future du musée de Bahreïn. On y a créé également une session d'ostéologie qui explique, qu'on appelle The Story Behind the Bones, l'histoire derrière les os, tout ce qu'on peut tirer des ossements sur les maladies qu'avaient les gens en Bahreïn. Vous voyez, donc on a des bornes interactives qui présentent beaucoup d'informations sur ce plan. Et ce pauvre homme qui avait sa colonne vertébrale complètement soudée par le phénomène de la fluorose, qui est une sorte de maladie qui est due à l'excès de fluor, car il faut savoir que dans les eaux, les fameuses eaux artésiennes de Bahreïn, il y a des teneurs de fluor qui sont absolument nocives. Alors actuellement, bien sûr, tout ça est remplacé par de l'eau minérale et de l'eau dessalée, mais quand on vivait sur les eaux artésiennes, c'était pas bon du tout. Une politique, je l'ai dit enfin, de création de musées de sites et de centres de visiteurs, donc une sorte de décentralisation par rapport au musée national, qui est le fruit d'une très longue réflexion qui a eu lieu également. Donc les exemples principaux sont le petit centre de visiteurs de la mosquée Ramis, extrêmement bien fait, très joli centre de visiteurs au fort de Rifa également, mais surtout le musée de Kalat El Bahreïn, qui a été le premier de ces petits musées décentralisés, avec son fameux Tel Wall, son articulation centrale. Je n'insiste pas puisque je vais en reparler dans un instant. Et puis, des expositions patrimoniales itinérantes. La première historique qui avait lieu, c'est la fameuse exposition de Dilmun à Tilos qui s'était tenue en 1999 à l'Institut du monde arabe. Ça commençait à être très vieux, peut-être certains d'entre vous l'ont visité à l'époque. C'était la première fois que des objets de Bahreïn quittaient le musée national. C'est une exposition qui a eu beaucoup de succès à Paris, et ensuite elle a voyagé au Danemark, à Londres et à Dresde en Allemagne. Puis depuis, il y a une politique d'exposition temporaire, soit consacrée à Dilmun, soit consacrée à Tilos, et notamment, nous avons monté une très belle exposition
Tilos dont je vais vous parler. Également, Bahreïn participe régulièrement à des expositions, aux expositions universelles. C'était le cas à Milan, à Dubaï, à la Biennale de Venise également, assez régulièrement. Je parlais d'expositions itinérantes, l'exposition Tilos, le voyage vers l'au-delà. S'était tenue d'abord à Bahreïn, puis ensuite elle s'est tenue en Russie, où elle a eu énormément de succès, à Saint-Pétersbourg et ensuite au musée oriental à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, dont vous reconnaissez les couleurs vertes de l'Ermitage à gauche, et puis au musée oriental de Moscou sur la photo de droite. Et puis, enfin, et c'est là par où je terminerai, une politique de prêt temporaire à des institutions étrangères. La plus ancienne, c'est le prêt qui a été fait au musée de l'Institut du monde arabe à Paris depuis 2012. Vous connaissez peut-être le très beau musée de l'Institut du monde arabe, où il y avait une magnifique vitrine consacrée à Bahreïn, qui entre autres rassemble 3 des plus belles stèles Tilos que nous possédions à Bahreïn pratiquement, d'influence parthe ou d'influence gréco-romaine. Ce sont des pièces très très intéressantes. Et puis, et je terminerai par ça naturellement, c'est le fameux prêt qui vient d'être consenti au musée du Louvre, d'Ilmoun Atilos, voyage archéologique au royaume de Bahreïn, c'est le nom de cette petite exposition dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et qui a été inaugurée le 5 octobre dernier, en présence des autorités bahreïniennes et du musée du Louvre. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention.